Le 17 avril 1492, les rois catholiques, donc Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, signent les capitulations de Santa Fe avec Christophe Colomb. Ces capitulations permettent à Christophe Colomb de traverser vers l'ouest la mer dite Océane, c'est-à-dire donc l'océan Atlantique, et la signature a lieu dans un camp militaire de Santa Fe qui se trouve en Andalousie. Le contrat est signé quelques mois après la Reconquista, c'est-à-dire le moment où les catholiques essayent de reprendre le pouvoir sur les musulmans dans la péninsule ibérique. Dans ce document, Colomb détaille toutes les demandes qu'il fait auprès des rois catholiques et dont dépend en fait son entreprise. Il ne s'est pas privé de faire des demandes assez exorbitantes puisqu'il doit chercher pour le compte de l'Espagne une route qui mènerait vers l'Asie. Et en échange, il demande à avoir le titre d'amiral de la mer Océane, et il demande aussi le titre de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir. À l'obtention des titres s'ajoute un apport financier puisqu'il demande 1/10 du profit attendu de l'entreprise et il est aussi nommé juge de tous les litiges commerciaux dans les futures colonies. Il s'agit de l'un des contrats les plus importants jamais signés entre un souverain et une personne privée. Et en fait, le contrat a été précédé d'une longue période de négociation qui a duré plusieurs mois. Et en partie à cause d'un manque de ressources financières, mais aussi parce que les rois catholiques jugeaient les demandes de Christophe Colomb trop importantes. Et donc le contrat a failli ne jamais être signé, puisque Christophe Colomb était en train de repartir quand finalement ils ont accepté de signer ces capitulations. Et c'est grâce à l'intervention du trésorier d'Aragon qui a investi en fait financièrement dans l'entreprise et qui a aussi prouvé que ce que les rois catholiques pouvaient rapporter était beaucoup plus important que ce qu'ils débourseraient pour le voyage de Christophe Colomb. Donc les privilèges ont été remis en cause très tôt en fait dans des procès qui ont eu lieu entre 1508 et 1563 qui s'appellent les Pleitos Colombinos. Et en fait ces procès ont lieu entre la famille de Colomb et la couronne d'Espagne. Et selon en fait de nombreux historiens, les rois catholiques n'avaient pas d'autre choix que de refuser les propositions de Colomb parce qu'elles étaient trop importantes en fait. Et donc le document original des capitulations de Santa Fe est aujourd'hui perdu, mais il reste 2 copies qui ont été authentifiées comme véritables et qui sont conservées, donc l'une dans les archives de Séville et l'autre à Barcelone. C'est le 17 avril 1897, il y a aujourd'hui 125 ans, au cœur du Texas, dans la petite ville d'Aurora, que se serait produit la chute d'un vaisseau extraterrestre. C'est 2 jours après que le Dallas Morning News fait paraître dans son journal du 19 avril 1897 l'accident, dont voici le texte. Vers 6 heures du matin, les lève-tôt d'Aurora furent étonnés de l'apparition soudaine du dirigeable qui naviguait dans le pays. Il voyageait plein nord et beaucoup plus près de la Terre qu'auparavant. De toute évidence, une partie de la machinerie était hors d'usage car elle ne faisait que 10 ou 12 miles à l'heure et descendait graduellement vers la Terre. Quand elle atteignit la partie nord de la ville, elle entra en collision avec le moulin à vent de la tour du juge Proctor et tomba en morceaux avec une explosion terrible, dispersant des débris sur plusieurs hectares de terrain, détruisant le moulin à vent et détruisant le jardin floral du juge. On supposa que le pilote du vaisseau était seul à bord et que malgré que son corps ait été presque complètement détruit, il permit quand même de montrer qu'il n'était pas un habitant de ce monde. Mr. T.G. Wins, l'agent de service des signaux américains et l'autorité sur l'astronomie, donnèrent comme opinion qu'il était un natif de la planète Mars. Les papiers trouvés sur sa personne, de toute évidence l'enregistrement de ses voyages, étaient écrits dans quelques hiéroglyphes inconnus et ne pouvaient pas être déchiffrés. Le vaisseau était trop démoli pour conclure quant à sa construction ou à son système moteur. Il était construit d'un métal inconnu, ressemblant un peu à un mélange d'aluminium et d'argent, et il doit avoir pesé plusieurs tonnes. La ville est pleine de gens aujourd'hui qui regardent l'épave et ramassent des morceaux du métal étrange des débris. Les obsèques du pilote auront lieu à midi demain.
Stan Eden était un habitant de Aurora et aurait rapporté l'affaire sur papier avant de l'envoyer au Dallas Morning News afin qu'il le fasse publier, ce qui fut le cas. Évidemment, il s'est avéré quelques jours plus tard qu'il s'agissait d'un simple canular, comme l'a avoué une femme vivant dans le village, Etta Peg. Elle rapporta lors de son interview avec le journal Times que tout cela n'était qu'un canular du coup de l'écrivain Stan Eden qui voulait redonner vie à la ville. Selon les sources rapportées par les habitants, quelques mois avant l'incident, la ville a été la cible de nombreux incendies qui a détruit des bâtiments, la destruction de champs de coton par une nuée de charançons, et le coton étant le principal revenu de la ville, ou encore une épidémie de variole qui obligea la ville à se placer en quarantaine. La ville était en train de mourir, loin de toute vie extérieure, et M. Eden voulait simplement maintenir le village en vie. L'incident a fait tellement de bruit qu'un film est sorti en 1986, The Aurora Encounter, un film de Jim McCullough Sr. qui relate l'incident. Finalement, Eden a réussi à redonner vie au village grâce à ce canular, mais que serait-il advenu de la ville d'Aurora sans cet accident ? Que s'est-il passé ce jour-là, le 17 avril 1912, ou le massacre de l'Alena ? Que s'est-il passé le 17 avril 1912 ? Tout d'abord, il est important de revenir quelques jours avant l'événement afin de mieux situer le contexte du massacre. Le 13 avril 1912, en Sibérie, une manifestation éclate dans les mines d'or situées sur les rives du fleuve de l'Alena, menée par des ouvriers russes. Les causes de cette rébellion sont nombreuses et tout d'abord, nous pouvons aborder les conditions de travail très difficiles à cette période. Les journées étant comprises entre 15 et 16 heures de travail par jour, les salaires étaient trop bas et ces derniers étaient également distribués sous forme de dons ou de tickets à utiliser dans les magasins de la compagnie minière. Ainsi, une grève éclate le 13 avril, dirigée par un comité central de grève avec à sa tête Batachev, Tcherepakin, Zelyoko et Lebedev dans la mine d'Andreevski. La révolte gagne peu à peu les autres mines à proximité et à la fin mars 1912, environ 6 000 travailleurs refusent le travail. La cause de l'incident est une distribution de viande avariée dans les épiceries de la compagnie minière. 4 jours après cet incident, soit le 17 avril, des réclamations se font entendre de la part des grévistes, notamment une augmentation de 30% sur les salaires, une journée de travail de 8 heures, une suppression des amendes qui prennent une bonne partie du salaire des ouvriers, de la nourriture de meilleure qualité et encore de nombreuses autres revendications. La réaction de la compagnie ne se fait pas attendre, elle ignore totalement les réclamations de ses ouvriers et elle envoie dans le même temps une troupe de soldats pour arrêter les instigateurs de la révolte. Les ouvriers complices de la révolte, environ 2500, se rendent au bureau du procureur afin de déposer une plainte contre la compagnie. Cependant, sur place, l'accueil n'est absolument pas celui espéré par les ouvriers. En effet, des soldats se sont mobilisés et leur refusent l'accès. Peu après, suite aux ordres du capitaine Trenchenko, les soldats commencent à tirer sur la foule et ce massacre fait entre 100 et 150 blessés et entre 150 et 270 morts. Néanmoins, à la suite de ce massacre, les grèves continuent et s'intensifient à l'échelle nationale quand la nouvelle du massacre se propage. Au total, plus de 400 000 personnes prennent part aux grèves et aux manifestations. La direction proposa aux travailleurs un nouveau contrat afin de stopper le mouvement. Cependant, ce dernier ne répondait absolument pas aux attentes des ouvriers et ils quittèrent peu à peu les mines d'or. La révolte prit officiellement fin le 12 août 1912. En conclusion, la répression meurtrière de la compagnie amplifia les rébellions des ouvriers quant à leurs conditions de travail et le traitement de leurs supérieurs à leur égard. Voir les grèves prendre une ampleur nationale témoigne d'un véritable problème général quant aux conditions de travail en Sibérie et en Russie au XXe siècle.